Depuis des décennies, les rumeurs persistent. Des missions secrètes, des contacts, des technologies venues d'ailleurs. Et derrière le silence officiel, une autre histoire s'écrit. Loin des regards, dans le repli silencieux de l'espace. JP, soldat américain, contacté, témoin direct de ce que beaucoup refusent encore de croire. Des opérations classifiées, des arches anciennes, des civilisations enfouies. Et des vérités si dérangeantes qu'elles défient les frontières de la raison. Aujourd'hui et pour la première fois en France, il parle, sans détour et sans uniforme, pour témoigner de ce qu'il a vu et vécu lors de ces opérations. L'heure n'est plus au doute, mais à la divulgation. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une interview pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau un intervenant pas comme les autres. Né à Porto Rico, il voit sa vie basculer en 2008 et ainsi laisser place à des événements dignes des plus grands romans de science-fiction. Il aurait, comme d'autres protagonistes que nous avons déjà interviewés, lui aussi rencontré les Nordiques, ces êtres galactiques qu'il décrit comme étant lumineux et qui l'accompagnent dans ses expériences pour le moins extraordinaires. Il aurait, depuis, opéré en tant que militaire sous la bannière des USA au sein de bases souterraines secrètes, vu des arches antiques s'éveiller mais aussi voyager vers les lunes de Jupiter. Et il aurait rapporté des preuves suite à cela, images, vidéos, témoignages. Un soldat donc, des programmes spatiaux secrets. Un contacté reconnu par Michael Salla, expert reconnu en exopolitique, un témoin clé de ce que certains appellent déjà la divulgation douce. Blessé dans le cadre de ses missions, il aurait aujourd'hui quitté l'armée et reçu des soins prodigués au sein d'un de ces fameux medbeds, ces lits médicaux ultra-technologiques, capables, dit-on, de régénérer le corps et de réécrire la matière. Il affirme avoir activé d'anciennes technologies grâce à son ADN. Il affirme également que des arches dorment encore sous nos océans et que l'humanité s'apprête à franchir une porte qu'elle n'a jamais osé ouvrir. Ce soir, il est avec nous et ensemble nous allons tenter de comprendre ce que sont vraiment ces programmes secrets, ce qu'ils révèlent sur nos origines en tant qu'humains et jusqu'où cette divulgation pourrait bouleverser notre quotidien si elle finissait par apparaître au grand jour sur nos chaînes mainstream. Bienvenue JP, merci infiniment pour ta présence parmi nous. Alors JP, si tu devais résumer ta première rencontre avec les Nordiques en 2008, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, leur apparence, leur énergie ou le sentiment de reconnaissance intérieure que tu as ressenti? Je pense que mon expérience avec les Nordiques comprenait ces trois aspects. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un qui est différent, que vous savez ne pas venir de ce monde, ni de cette planète, vous commencez à réfléchir à toutes les perspectives sur leur mode de vie, comment ils vivent parmi nous, ou ce que vous ressentez lorsque vous interagissez avec ces êtres différents. C'est comme lorsque vous allez dans la forêt tropicale du Brésil et interagissez avec des Indiens qui n'ont jamais vu d'étrangers auparavant. Et vous avez cette première interaction. Vous avez alors une expérience spirituelle, vous avez une expérience magique lorsque vous interagissez avec ces êtres. Qu'as-tu compris des années plus tard du sens de cette première prise de contact? Était-ce une invitation, un test ou le début d'une mission?
Pour moi, j'ai toujours pensé que c'était comme s'ils me testaient et le début d'une mission. Donc, je me demande toujours pourquoi moi? Pourquoi ai-je été choisi pour interagir avec ces êtres? Pourquoi ai-je été emmené voir leur technologie et les voir également interagir avec les militaires du monde entier? Comment as-tu géré humainement la frontière entre ton vécu spirituel et ton engagement militaire? Eh bien, j'ai toujours respecté mon engagement militaire envers mon pays et je n'ai jamais rien fait qui puisse entraver cet engagement. Mais quand j'ai commencé à accomplir ces missions, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul, qu'il y avait d'autres soldats issus de milieux différents, avec des modes de vie différents, qui participaient également à ces missions particulières. Mais lorsque j'ai interagi avec les soldats, j'ai remarqué que tout le monde avait comme un lien. Tout le monde avait comme un certain lien avec ces missions. Soit ils sont doués en mathématiques, soit ils sont doués pour utiliser leur onde cérébrale psionique afin de faire venir ces vaisseaux. Donc, tout le monde a une expérience différente avant d'entrer dans l'armée, avant d'interagir avec ces vaisseaux spatiaux ou ces êtres, ces extraterrestres. J'ai donc remarqué que tous les soldats qui travaillaient avec moi avaient déjà eu une expérience avec des ovnis ou des extraterrestres, ou bien leurs grands-parents ou leurs parents. C'est un contact multigénérationnel qu'ils avaient afin de pouvoir participer à ces programmes. Il fallait donc avoir une expérience ou que vos grands-parents ou vos parents aient eu une expérience pour être acceptés dans ce type d'expérience ou de mission. Aujourd'hui encore, est-ce que les Nordiques t'apparaissent de manière physique ou sous des formes plus subtiles, JP? Ils apparaissent de manière physique, oui. Ils apparaissent comme je te vois maintenant, ou comme si tu sortais d'une épicerie et voyais d'autres personnes. Oui, ils sont physiquement présents. Mais il existe des types d'êtres interdimensionnels supérieurs qui ressemblent aux nordiques, mais qui sont légèrement différents, plus angéliques, plus spirituels, je pense, et qui peuvent apparaître et disparaître de ce plan. Je pense donc que bientôt les gouvernements parleront de qui sont ces êtres, comment ils vivent parmi nous et comment ils interagissent avec nous dans le domaine spirituel et interdimensionnel. Qu'est-ce que tu penses des divulgations officielles, de ce qu'on appelle les divulgations d'État, qui ont eu lieu jusqu'à ce jour? Est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux ou est-ce que la divulgation dont toi tu parles sera bien différente? Je pense que la divulgation va faire partie d'un mouvement, d'une sorte d'accord mondial lié à la technologie, en particulier avec l'IA, qui se développe très rapidement, qui va accélérer ce qu'est la technologie, ce que sont les molécules, ce qu'est la physique quantique, et qui va accélérer l'émergence de technologies. La divulgation se fera donc dans la technologie, mais aussi par une plus grande interaction et connexion avec ces êtres qui volent dans notre système solaire, autour de la Terre et qui interagissent non seulement avec les représentants du gouvernement, mais aussi les civils dans des fermes et autres lieux. Donc, la divulgation avec maintenant tout le monde les yeux rivés vers le ciel, comme avec l'arrivée de Troie et Atlas,
et beaucoup de services gouvernementaux qui sont fermés parce qu'ils ne peuvent pas voir l'image de cette comète interagissant avec Mars. La divulgation sera donc un mélange de nombreuses choses, un mélange de spiritualité, un mélange d'interaction avec ces êtres et un mélange de technologies mises à disposition pour améliorer la vie de l'humanité et lui permettre de vivre un avenir à la Star Trek. On va parler des programmes spatiaux secrets désormais. Est-ce que tu peux décrire de l'intérieur la structure de ces programmes, leur hiérarchie, leurs objectifs et ce qui, selon toi, les différencie de l'armée officielle? Ces personnes qui travaillent à proximité de notre système solaire sont reliées entre elles par différents types d'agences qui sont elles-mêmes reliées par l'armée. Les armées, pas uniquement celles des États-Unis, les gouvernements et les royaumes de la Terre. Il y a donc l'armée, mais il y a aussi le royaume spirituel et interdimensionnel auquel les gouvernements cherchent également à se connecter. Donc, tout est connecté. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais plutôt un travail d'équipe, un effort collectif, car je pense qu'il y a des personnes et des soldats qui ne savent pas, qui ont une autre idée de ce qu'est la Terre et qui ont été nourris de perspectives différentes selon lesquelles la Terre aurait été détruite ou autre. Certaines personnes là-haut croient que la Terre a probablement été détruite et c'est pourquoi elles travaillent là-haut sans vraiment savoir ce qu'il se passe sur la Terre. C'est donc un mélange de militaires qui se connectent à une sorte de système militaire dans l'espace. Lorsque nous entrons en contact avec eux, ils interagissent avec nous, mais ce sont leurs lois dans leur espace. Donc, quand ils viennent sur Terre, c'est notre loi qui s'applique dans notre espace. Mais quand nous sommes dans l'espace, il y a un autre type de loi, la loi internationale ou multisystémique, que nous devons respecter. Et quand nous allons là-haut, je suis sous le commandement de l'armée. Ce n'est pas leur commandement, mais ils doivent respecter leurs lois lorsque nous allons dans leur secteur, leur espace. C'est comme, par exemple, vous êtes français et vous venez aux États-Unis, vous devez respecter la loi des États-Unis dans la rue. Quand je vais en France, je dois respecter la loi française. C'est la même chose avec la loi internationale et la loi spatiale. Quand nous allons dans l'espace, nous venons toujours de la Terre, mais nous devons respecter la loi du secteur spatial, de l'espace où les gens travaillent là-haut. C'est donc différent. Mais vous pouvez toujours être condamné si vous enfreignez une certaine loi qu'il faut respecter là-haut. Et puis, il y a aussi les extraterrestres qui ont leur propre loi dans leur secteur. Donc, si vous allez visiter leur vaisseau, vous devez respecter leurs lois, mais vous faites toujours partie de l'armée. Alors JP, on avait l'habitude de te voir avec une cagoule ou un masque. Qu'est-ce que ça fait psychologiquement de te servir dans des missions dont tu ne peux parler à personne? Eh bien, quand je portais le masque, je devais protéger certaines personnes qui sont toujours dans les projets, vous savez, ou les missions. Mais je sais qu'en septembre, ils ont adopté une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors j'ai décidé d'enlever mon masque à cause de cette loi qui a été adoptée. Il y aura donc beaucoup plus de soldats qui diront la même chose que moi. Sur exopolitics.org, je publie mes mises à jour avec le Dr Michael Salla
Et nous discutons de différentes choses avant qu'elles ne se produisent. Donc, si vous regardez l'historique, nous avons parlé des liens médicaux. Trump a publié un message à ce sujet. Nous avons parlé du transfert en Alabama du commandement spatial et le gouvernement a transféré le commandement spatial en Alabama. Nous avons donc parlé de ces choses avant et je pense qu'en retirant mon masque, les gens vous font un peu plus confiance et vous pouvez parler ouvertement de vos missions. D'autres soldats vont donc également se manifester. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, je crois, dans un podcast de Carl, un autre soldat de ma base aérienne d'Eglin a osé s'exprimer. Le masque n'était donc qu'une protection pour mon entourage et ma famille. Est-ce que tu dirais que ta vie est encore menacée à ce jour ou est-ce que grâce à ces avancées juridiques, tu te sens totalement protégé désormais? Je pense que quand on marche dans la rue, je parle de manière générale, personne ne se sent protégé. Vous savez, que vous soyez dans les rues de France ou de New York, vous pouvez être n'importe qui et quelque chose peut vous arriver. Mais oui, je continue à me sentir non pas menacé, mais que je dois rester prudent à cause des informations que je diffuse dans le monde. Je vais au Japon, je vais au Royaume-Uni, en France, partout aux États-Unis, en Amérique du Sud, et je diffuse ces informations. Donc oui, je dois faire attention en diffusant ces informations. Mais les informations que j'apporte, j'ai le feu vert pour en parler. Donc ce n'est pas comme si je parlais de quelque chose de super secret. Je parle de choses pour lesquelles, eh bien, j'ai le feu vert. Certains évoquent des portails, des arches, des vaisseaux mers. Est-ce que toi, tu peux nous raconter la mission qui t'a le plus bouleversé? La mission qui m'a marqué et qui a changé ma perspective sur ce qu'est l'humanité et ce que nous sommes a toujours été la première. Ma première expérience avec un vaisseau nordique lorsque je l'ai touché pour la première fois dans une ferme au Brésil. Cela a changé ma vie. Vous savez, je viens d'une famille chrétienne, je fréquente les églises et vivre cette expérience a changé ma façon de voir l'univers et le fait que nous ne sommes pas seuls. Donc, je pense que c'est ma première interaction avec le vaisseau extraterrestre, le fait de le toucher, de fermer les yeux, de les rouvrir et de me retrouver dans mon lit. Je ne me souviens pas être rentré à pied, mais on peut voir l'empreinte de mes pas. Et la terre est rouge à cet endroit. Donc on peut voir que je suis revenu au lit, même si je ne me souviens pas être rentré à pied. C'était comme si j'étais en pilote automatique, mais c'est la première chose qui m'a changé et qui m'a connecté au monde spirituel et interdimensionnel. À partir de ce moment, j'ai pu voir des choses et elles se produisaient le jour même. Donc, si je disais quelque chose le matin et que je disais à quelqu'un, « Hey, ceci va arriver », plus tard dans la journée, cela se produisait. Je pense que mon esprit est connecté à certaines dimensions. Je ne suis pas comme un médium, mais je peux prédire des choses avant qu'elles n'arrivent. Je peux aussi donner l'ordre à ces magnifiques vaisseaux de venir quand je le veux. Et je peux interagir avec eux. Et ils sont presque toujours au-dessus de ma maison. Je vis dans une région boisée et j'ai des vidéos et des preuves. Certains me demandent « Oh, où sont les preuves ?» J'ai des vidéos et des preuves de toutes ces expériences. C'est ce qui, selon moi, distingue mon expérience de celle des autres. Le fait que j'ai des vidéos et des photos pour prouver mes expériences.
On mettra les liens des sources en description, bien entendu, pour tous les curieux et tous les sceptiques qui viendront encore une fois envahir la section des commentaires. Thank you so much, JP. Je suis également sur Instagram où je partage mes expériences sur jp.mission. J'ai une chaîne YouTube où je partage également mes expériences sur JP. Ok, thank you. Comment se déroulent concrètement ces déplacements interstellaires? Sommes-nous face à une technologie matérielle ou un mélange entre science et conscience? Il y a une combinaison entre science, conscience et intrication quantique. C'est une science que nous, êtres humains, ne pouvons pas comprendre, mais peut-être que bientôt, grâce à l'IA, nous commencerons à comprendre. Mais la façon dont ces vaisseaux courbent l'espace est différente. Il existe d'autres espèces qui dorment jusqu'à la fin du voyage, puis se réveillent lorsqu'elles arrivent dans le système solaire. Il existe donc différents types d'avancées technologiques que les extraterrestres et les humains utilisent pour voyager dans l'espace interstellaire ou dans notre système solaire. C'est donc un mélange de technologie quantique et de conscience. Lorsqu'on parle de technologie quantique, on fait appel à la conscience, à ce que nous pensons, car nous sommes tous faits de vibrations, nous sommes tous faits de la même chose. Nous sommes donc tous connectés. Ce n'est pas pour une raison quelconque que nous avons cette conversation maintenant, c'est parce que nous avons eu une connexion. Et quand vous avez une connexion, des choses se produisent. Et quand vous les prévoyez, elles se produisent. Donc, tout est connecté d'une manière magnifique. Et c'est aussi pourquoi j'aime toujours partager la fréquence de l'amour, afin que tout devienne comme nous le voulons. Donc, oui, c'est un mélange de conscience, de technologie quantique et d'une sorte de technologie que nous ne pouvons pas comprendre. Mais je pense que bientôt, grâce aux avancées de l'IA, il y aura des percées dans les technologies de guérison, dans les technologies de voyage et dans différents éléments que nous n'avons pas encore créés et qui peuvent résister à certains autres éléments afin de voyager dans l'espace ou dans les océans. JP, tu dis avoir vu des civilisations souterraines. Quelle vérité sur la Terre et sur nous-mêmes as-tu découvert là-dessous? J'ai découvert que ces peuples sont comme nous, mais qui sont simplement plus avancés. Comme l'exemple que j'ai donné plus tôt dans cet entretien, si vous prenez un téléphone portable et que vous le donnez à un Indien de la forêt amazonienne, il ne saura pas comment interagir avec ce téléphone. Il ne saura pas comment télécharger différentes applications. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Ces êtres sont très avancés dans la construction de structures, de certaines technologies que nous ne pouvons pas comprendre et qui interagissent avec notre conscience. Actuellement, il existe les lunettes Meta-Display qu'on connecte au poignet et en faisant de simples mouvements, on peut voir les images sur les lunettes. Tout ça grâce à cette technologie. Donc, si nous avons cette technologie, imaginez ce que font ces peuples de l'intra-terre qui se sont coupés de nous pour des raisons spirituelles. Ils pensent probablement que nous sommes trop agressifs ou toujours en guerre, mais ces êtres sont toujours en paix avec eux-mêmes, comme les moines tibétains ou les personnes qui s'isolent. Vous remarquez que les moines se coupent de la culture, de l'humanité, afin d'établir cette connexion spirituelle. C'est la même chose avec les peuples de l'intra-terre qui se sont coupés de nous pour établir cette connexion avec le royaume interdimensionnel et spirituel, et ainsi ils peuvent développer des technologies de fréquence plus élevées. Et lorsque j'ai interagi avec eux, ils nous ont en fait jeûner. Ils nous ont fait méditer avant cette mission et nous avons dû entrer dans la fréquence de sérénité
d'amour, sinon nous ne pouvions pas entrer dans le royaume de ces peuples. Et il y a des humains et il y a des êtres qui ressemblent à, on les appelle le peuple des fourmis, mais c'est juste parce qu'ils ont les cheveux relevés comme ça et ça ressemble à des antennes et leurs yeux sont légèrement plus grands et ils ont une peau de couleur grisâtre. Ils ont des lèvres plus petites, un nez vraiment plat et fendu. Je pense qu'on les comparerait aux gris, les extraterrestres gris, mais ce n'est pas le cas. Ils nous ressemblent, ils ont juste des traits faciaux différents. Comme les Africains sont différents, les Asiatiques sont différents, et les Américains ou les Indiens sont différents, ils ont des traits différents. Eh bien, c'est la même chose avec les peuples de l'intra-terre. Ils ont une structure faciale différente et une structure corporelle différente. Alors, est-ce qu'ils vivent en autarcie ou est-ce qu'ils ont des interactions, des litiges, par exemple avec les reptiliens? Certains disent qu'il y a des reptiliens aussi dans l'intra-terre. Personnellement, je n'ai pas eu d'interaction avec eux. Je pense avoir interagi une fois avec un type de reptilien, mais je n'ai pas eu beaucoup d'interactions avec les reptiliens. Donc, je n'ai pas beaucoup d'informations à leur sujet. Je sais, je sais qu'ils essaient d'interagir avec certains Nordiques. J'ai entendu des histoires à ce sujet, mais personnellement, je n'ai jamais interagi avec les reptiliens. Est-ce que tu as activé certaines technologies anciennes grâce à ton ADN? Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela fonctionne, si c'est le cas? Comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose de multigénérationnel lorsqu'on vous choisit pour ces missions. Donc, il y a mon père, mon grand-père qui ont vécu une expérience à Puerto Rico. Je sais que tu as dit au début que j'étais né à Puerto Rico, mais en fait, je suis né dans le nord de l'État de New York. Ma famille est originaire de Porto Rico. Sorry, apologize. Donc, je suis né dans le nord de l'État de New York et je pense qu'ils peuvent voir les personnes qui ont déjà vécu cette expérience. Vous voyez, l'expérience au Brésil n'était pas ma première expérience. Ma première expérience était en fait à New York, mais mon expérience physique s'est déroulée au Brésil où j'ai interagi avec ces Nordiques. À New York, j'ai eu une expérience avec une sphère lumineuse qui est entrée dans ma chambre, puis est ressortie et il neigeait. Je suis donc sorti et j'ai suivi cette sphère, mais je n'avais que mon caleçon. Je n'avais pas d'autres vêtements et je suis allé dans les bois à la poursuite de cette sphère qui est devenue super brillante. Et tout autour de moi s'est figé. Je regardais simplement tout autour de moi, aucun bruit, rien. Et à partir de là, je n'ai plus jamais eu d'expérience jusqu'à celle au Brésil avec l'être nordique. Je pense donc que c'était probablement une sorte d'activation de l'ADN. Ainsi, lorsque je suis entré dans ces différentes structures, ces dômes ou ces arches, les lumières du mur se sont allumées et tout le monde m'a regardé comme si j'étais un mec bizarre, comme pour dire pourquoi ça s'allume pour toi et pas pour moi. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Je pense que j'ai quelque chose dans mon ADN. Et chaque fois que je vais dans ces autres missions, ensuite, ils m'amènent à l'intérieur de la base, ils me prélèvent beaucoup de sang pour savoir ce qui se passe. Mais c'est bizarre. Quand je vais dans ces structures et qu'elles commencent à s'illuminer, ou qu'il y a des structures qui ne bougent pas, mais quand je bouge, elles bougent. C'est juste une sensation étrange, mais je ressens une certaine paix quand je suis près de ces structures. Certaines personnes ont peut-être peur, mais j'ai l'impression d'être à ma place là-bas. C'est ainsi que les structures sont activées. Vous savez, je ne veux pas dire je suis oh l'élu ou oh je suis le meilleur. Non, 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 non. Je ne sais pas comment expliquer leur activation. Mais je pense que d'autres scientifiques ou d'autres professionnels peuvent, je pense, comprendre pourquoi. Parce que je pense avoir un héritage de connexion avec ces extraterrestres et aussi ces structures. Ces structures, ces arches que tu mentionnes, sont-elles d'origine humaine?
Extraterrestres ou hybrides? Elles peuvent être un mélange de plusieurs choses. Elles peuvent être un mélange de civilisations extraterrestres, civilisations humaines, d'éléments interdimensionnels et spirituels. C'est un mélange de plusieurs choses. Lorsque vous entrez dans ces arches, vous sentez et vous comprenez que vous êtes dans un être vivant, comme si ces arches étaient vivantes, comme s'ils avaient une conscience. Ainsi, lorsque vous y rentrez, vous pouvez entendre le bourdonnement, vous pouvez entendre l'arche. Je peux le comparer à un battement de cœur à l'intérieur de vous. Vous en faites partie. Donc, si vous êtes négatif, l'arche ne vous laissera pas entrer. Vous devez avoir un cœur pur, positif et beau pour pouvoir entrer dans ces structures. Sinon, elle vous rejettera, vous repoussera, je suppose. Mais c'est une sensation vraiment merveilleuse. Selon toi, pourquoi ces structures sont en train de s'éveiller maintenant? Je pense qu'il y a une activation, car je pense que nous sommes à une époque où une divulgation majeure va avoir lieu. Et comme je l'ai dit, ces structures sont vivantes et elles peuvent, d'une certaine manière, voir l'avenir. Elles peuvent voir le passé et elles peuvent voir le présent tout à la fois, comme si tout se passait en même temps pour tout le monde. Mais elles, ces structures, ces arches, elles voient, elles voient tout ce qui se passe sur Terre. Et je pense que d'autres extraterrestres ont également cette capacité, comme les Nordiques, qui activent ces structures et ces arches. Et surtout, nous avons tous ces types de comètes ou de vaisseaux qui arrivent dans notre système solaire. Donc, je pense que nous vivons à une époque où tout se prépare à être révélé. La connexion avec les extraterrestres, l'interdimensionnel spirituel et aussi ces structures anciennes disséminées à travers le monde. Justement, tu devances ma prochaine question. J'allais te demander si certains humains, donc toi en l'occurrence, mais est-ce que d'autres humains, est-ce que nous, par hasard, des gens lambda qui s'intéressent à ce genre de sujet, on peut éventuellement être appelé et porteur d'une génétique spécifique et être appelé à collaborer dans cette réactivation? Oui. Oui, je crois que si vous avez reçu une bonne formation, tout dans la vie est une question de formation. Tout dans la vie consiste à se connecter à son moi supérieur. Tout le monde est ici pour une raison. Vous savez, nous sommes ici pour 100 ans et tous les 100 ans, il y a des êtres humains différents qui vivent dans ce royaume où nous sommes. Donc, je crois que toute personne qui naît a la capacité d'interagir avec tout ce qu'il y a sur Terre ou dans notre système solaire. Si vous êtes né, c'est que vous avez une raison de naître. Et il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, sur cette terre, pendant ces 80 ou 100 ans. Nous sommes tous dans le même bateau. Vous, moi, tous ceux qui écoutent cette émission, nous sommes tous connectés pendant 80 à 100 ans. Puis, nous cessons d'exister et une autre génération prend le relais, mais elle contient une partie de nous qui continue à vivre et je crois que nous sommes des êtres éternels. Une fois morts, nous renaissons dans un autre royaume et toutes ces informations, je pense que les gouvernements vont bientôt en parler. Je ne peux pas en dire plus, mais nous sommes des êtres éternels et nous sommes nés pour une raison. Si vous décidez de faire le mal, vous recevrez le mal. Si vous décidez de faire le bien, vous recevrez le bien. C'est donc vous qui décidez ce que vous deviendrez ou ce que vous avez choisi d'être sur cette terre où nous vivons. Je crois donc que oui, tout le monde a la capacité d'activer ces différentes structures ou d'activer d'autres personnes au cours de sa vie. On va parler du sujet très important qui est sur toutes les lèvres, notamment en France, les medbeds, ces fameux lits médicaux dont tout le monde parle. Est-ce que tu peux nous décrire la première expérience que tu as vécue à leur contact, JP, s'il te plaît?
Ils m'ont amené dans cette pièce. Comme j'ai dit auparavant, ils m'ont prélevé beaucoup de sang et j'étais en train de m'évanouir à cause de tout le sang qu'ils m'avaient prélevé. Ils m'ont mis dans ce lit et m'ont amené dans cette pièce avec d'autres soldats qui étaient déjà allongés. Et j'étais sur le point de m'évanouir, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lit. Et c'était une structure gélatineuse comme du marbre, une substance qui enveloppait tout mon corps. Je me souviens avoir essayé de bouger mes jambes ou mes bras, mais je n'y arrivais pas. La seule chose que je pouvais bouger, c'était ma tête un peu vers le bas, comme ça, et regarder autour de moi. Mais je sentais une vibration, une sensation magnifique de l'électricité qui traversait mon corps. Et là où je m'étais blessé, au genou et au bas du dos, je sentais une brûlure et la douleur disparaissait. Ces lits médicaux, pas récemment, le président, mon commandant en chef, a publié quelque chose sur ses réseaux sociaux à propos des lits médicaux. Et si vous regardez l'historique de ma chaîne, 2 semaines auparavant, j'avais publié quelque chose à propos des lits médicaux avant que le commandant en chef ne le fasse. Donc, je pense que c'était une blague entre initiés, mais quand vous publiez quelque chose, puis vous le retirez, vous attirez davantage l'attention. Vous savez, quand vous publiez une information et vous la retirez, c'est une technique qui attire davantage l'attention. Oh, pourquoi l'a-t-il retiré? Pourquoi l'a-t-il publié, puis retiré? Cela attire davantage l'attention quand on publie quelque chose, puis on le retire. Je pense donc qu'on va bientôt voir ces lits médicaux, ces types de lits médicaux. Et vous savez qu'il existe différents types de voitures, Toyota, Lexus, Mercedes, Honda, il y a différents types de voitures. Il en sera de même pour les lits. Différentes entreprises ou agences vont commercialiser ces lits médicaux et de nombreuses technologies différentes vont voir le jour dans le domaine de la guérison et aussi pour prolonger la vie. Des avancées médicales qui permettront aux gens de vivre jusqu'à 130, 180 ans, voire plus, car elles s'attaqueront aux maladies dont nous souffrons actuellement. Et vous savez, bien sûr, ces livres vont intégrer l'IA. Oui, l'IA. Le gouvernement a mis en place un type d'IA dans différents lits pour analyser la structure et le squelette du corps humain. Et les lits calculent tout ce qui ne va pas et le réparent. J'ai 40 ans et quand je suis sorti du lit, j'avais l'impression d'avoir 21 ans. J'ai énormément de questions qui me viennent suite à ça. La première, c'est quels seront les tarifs? Est-ce que ce sera accessible à tout le monde? Est-ce qu'on aura le droit dans tous les foyers de pouvoir en disposer? Est-ce que les industries comme Big Pharma, les mafias de l'industrie pharmaceutique qui font leur beurre et leur business sur les maladies, laisseront ça se développer? Cela dépend de qui est responsable de ces lits médicaux. C'est une technologie qui, une fois mise en place, intègre d'autres technologies dans les lits médicaux et qui, si elle tombe entre de mauvaises mains, peut être utilisée comme une arme. Il faut donc faire attention à qui est responsable de ces armes. Oui, on aimerait tous que les lits médicaux soient gratuits, on aimerait tous que tout soit gratuit dans le monde, mais nous vivons dans une société où tout ce que l'on fait doit être rémunéré. C'est la vie. Je ne pense pas que cela changera d'ici demain. Je dis qu'il faut investir dans l'or, la plus ancienne forme de monnaie qui existe. Mais je pense que ces lits médicaux auront un certain prix. Ils ne seront pas gratuits. Cela dépend si vous êtes dans l'armée, le gouvernement ou autre. Cela dépend du type de traitement que vous pourrez obtenir. Donc, je pense qu'au début, comme tout, cela aura un prix. Mais après quelques années, je pense que l'accès sera gratuit pour beaucoup de personnes.
dans différents pays parce que cela deviendra normal. Vous vous souvenez quand la première télévision en noir et blanc est sortie? Elle coûtait très cher et puis tout le monde a commencé à en avoir une. Ensuite, la télévision couleur est arrivée et maintenant, pratiquement tout le monde a deux ou trois téléviseurs chez soi. Ce sera donc la même chose. Tout, quand ça sort, a un prix et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre cela, mais c'est la réalité. C'est la réalité de ce qu'est l'humanité, ce qu'est le gouvernement et ce qu'est l'industrie pharmaceutique. Tout le monde veut sa part du gâteau quand sort une nouvelle technologie qui aide l'humanité. Nous avons la bombe atomique, une arme de destruction massive. Combien coûte chacune d'elles? Des millions et des millions de dollars. Et c'est une arme de destruction massive. Alors, imaginez quelque chose qui peut guérir ou protéger une personne. Combien ça peut coûter? C'est inestimable. C'est beaucoup. Je pense donc qu'au début, oui, cela aura un prix, mais à l'avenir, ce sera gratuit pour tout le monde. Tu parlais d'une divulgation tout à l'heure proche aux États-Unis, j'imagine. Tu es venu nous rejoindre en France. On a eu l'occasion de se rencontrer cet été et de pas mal discuter ensemble. Est-ce que tu penses que en Europe particulièrement, mais dans notre pays, qui est la France, on aura aussi bientôt accès à tous ces outils. Et certains conférenciers prétendent faire des représentations, des événements avec des medbeds là, dans les mois à venir. Est-ce que selon toi, c'est une supercherie? Là, tout ce qu'on va pouvoir voir dans les mois à venir, ce sera de la poudre aux yeux ou ce sera véridique? J'ai fait l'expérience des lits médicaux. Je sais que les lits médicaux existent et j'ai été mis dans un lit médical. Mais il y aura des gens qui vont excroquer d'autres gens comme n'importe qui, des gens mal intentionnés. Il y aura des gens mal intentionnés qui diront «Oh, j'ai un lit médical et ça va marcher». Et puis vous les mettez dans le lit médical et ça ne marche pas. Vous dépensez quelques milliers de dollars, vous vous allongez dans le lit médical et ça ne marche pas. C'est ce que j'essaie de dire. Vous achetez un Louis Vuitton. Je ne sais pas si on peut dire ça ici, mais ensuite, en Chine, ils le vendent pour 5 ou 6 dollars. Donc, cela dépend de la manière, du point de vue et des personnes que vous connaissez pour que cette technologie fonctionne pour vous. Donc oui, il y aura beaucoup de personnes mal intentionnées qui voudront gagner de l'argent et utiliser de faux lits médicaux, oui. J'aimerais parler maintenant de la divulgation et du contrôle de l'information. Depuis 2008, la divulgation douce avance, mais qui décide de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on ne peut pas dire, JP, selon toi? C'est une combinaison de tout cela. Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails de qui peut dire ou ne peut pas dire certaines choses, car je continue à vivre des expériences, je continue à accomplir des missions. Donc, je pense que vous pouvez décider vous-même si vous voulez regarder ou non cette émission. À l'heure actuelle, nous vivons dans une société où l'on peut trouver n'importe quelle information sur Internet. Peu importe où et comment, vous trouverez l'information sur Internet. Vous pouvez aussi parler à ChatGPT et qui vous donnera l'information. Donc, je pense que pour l'instant, c'est à vous de décider quelle information vous voulez suivre et quelle information vous voulez recevoir en tant qu'être humain ou spirituel ou quel que soit le nom que vous vous donnez. Mais je pense qu'ils essaient de trouver un moyen de bloquer certaines vidéos ou certaines choses. Et ce sont des gens qui sont bien au-dessus de mon niveau hiérarchique. Je ne peux pas en dire davantage, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Tout est sur Internet, dans ChatGPT ou l'IA. Et je pense que si vous cherchez bien, vous trouverez les informations que vous voulez. Est-ce qu'on peut savoir quel était ton niveau de clearance? Je ne peux pas en parler ici, je suis désolé. Est-ce que tu as déjà subi des pressions, justement, des censures ou des mises en garde?
Oui, plein de fois. Plusieurs fois, on m'a dit, oh, tu ne peux plus parler, sinon... vous savez, je suis allé plusieurs fois à l'hôpital avant même d'aller en France ou dans d'autres pays, parce que je pense que les chapeaux noirs ne veulent pas que j'y aille. Oui, je dois être prudent. Mais il y a toujours des personnes qui veillent sur moi. Il y a toujours les chapeaux blancs qui me disent, vas-y, on te protège. Et c'est à ces personnes-là que je fais confiance. Si mon heure est venue, mon heure est venue. C'est comme ça, vous savez. Mais nous sommes des êtres éternels et nous continuons à vivre. Il y aura toujours des gens négatifs qui ne voudront pas que cette information soit divulguée pour préserver leur intérêt. Mais je vais quand même divulguer mes informations. Je vais parler de mes expériences, de ce dont je peux parler, et ce dont je ne peux toujours pas parler, je continue à le protéger parce que je protège ce pays de toutes mes forces. Je dois tout à ce magnifique pays dans lequel je vis. Et vous savez, il y a encore des choses dont je ne peux pas parler. Mais tout ce que je peux dire, c'est que oui, ces informations vont être révélées par d'autres soldats, par moi-même, qu'on le veuille ou non, mais elles seront révélées. Le public doit être informé. Justement, ça rejoint ma prochaine question. À quoi ressemblera la grande divulgation selon toi? Est-ce que ça partira des médias mainstream? Est-ce qu'on sera assis sur son canapé en train de regarder le JT le soir à 20h? Est-ce que tout à coup, on va nous révéler toute la réalité exogène? Cela se fera par des chaînes comme celle-ci. Cela se fera à travers les actualités. Cela se fera dans tout. Regardez ce que le président Trump vient de publier avec les liens médicaux, puis l'a retiré. La divulgation se fera au goutte à goutte, de manière subliminale, mais elle aura lieu. Vous devez donc être très attentif aux informations diffusées de manière constante, car la divulgation a lieu au moment même où nous parlons. Si on analyse ce que nous faisons en ce moment, c'est une forme de divulgation. Et je suis heureux d'être ici. Merci de m'avoir invité pour révéler ces belles informations publiques. C'est la divulgation. Cette chaîne, c'est de la divulgation. Thank you so much, JP. It's a pleasure. J'aimerais savoir, parce que les médias officiels semblent incapables d'aborder ces sujets sérieusement encore aujourd'hui. Est-ce que c'est volontaire ou structurel? Parce que nous, on n'a pas la même portée en tant que médias alternatifs. C'est structurel parce que ces informations impliquent une technologie de pointe et un lien étroit avec les royaumes spirituels, interdimensionnels et extraterrestres. Donc, d'une certaine manière, ils essaient de protéger ces informations pour qu'elles ne soient pas divulguées à cause des technologies impliquées. Si vous pensez que la technologie nucléaire est folle, imaginez les technologies qui ont la capacité de détruire 10 fois plus la Terre et qui vont être révélées. Il faut donc être très prudent au sujet de ces technologies ou à la manière dont les différents médias divulguent ces informations. Donc, oui, je pense que c'est structurel, oui, mais je pense qu'il y aura un moment où tout le monde commencera à parler de ces contacts, des extraterrestres, de la technologie, et c'est déjà le cas, on le voit déjà. Beaucoup plus de gens parlent des ovnis, beaucoup plus de gens parlent du Congrès ou des différents gouvernements qui discutent des ovnis et des liens avec les extraterrestres. Vous savez, maintenant, c'est crédible. Il y a maintenant une structure qui se met en place autour des contacts, des extraterrestres. Donc, une fois que cette structure sera en place, je pense que cela deviendra plus courant et que tout le monde en parlera normalement. Comment faire pour qu'une vérité aussi dérangeante ne se transforme pas en nouvelle religion? Et là, je vais faire allusion à certaines théories. Bon, le nouvel ordre mondial, bien entendu, qui est évoqué à travers toutes les bouches de tous les politiques dans le monde, mais aussi le projet Bluebeam également. Il faut donc vraiment analyser et comprendre d'où viennent vos informations. Il y aura beaucoup de fausses informations qui circuleront sur différents types d'extraterrestres, disant qu'ils sont maléfiques
ou encore sur les océans intérieurs ou sur quelque chose qui va se passer. Nous devons donc aussi le ressentir de l'intérieur. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de ressentir qui est négatif et qui ne l'est pas de par leur apparence. Voyez, je porte des lunettes de soleil, mais je vais les enlever. Car les yeux, car les yeux sont vraiment importants. Vous serez donc capable de dire quand les gens sont sincères et tout ça. Donc, quand vous analysez et vous le ressentez, tu sais, la première fois que je t'ai rencontré, Rudy, j'ai ressenti un sentiment de paix, un sentiment de vérité et un sentiment de qui tu es vraiment. Et je l'ai vraiment ressenti et j'apprécie vraiment ton énergie. Tu as une énergie qui te pousse à révéler la vérité à l'humanité et à révéler la véritable information. Et je pense que c'est ce que nous devons ressentir en tant qu'être humain. Vous avez un chien et il peut ressentir quand vous êtes triste ou bien il peut vous regarder et ressentir si vous êtes anxieux. Je ne dis pas que nous sommes des chiens, je dis que nous sommes des êtres humains, que nous sommes plus que cela, que nous pouvons nous connecter au monde spirituel, nous pouvons nous connecter à Dieu, notre Créateur, et que nous pouvons dire quand quelqu'un diffuse de fausses informations. Et oui, il y aura peut-être un projet Bluebeam ou quelque chose comme ça, mais vous ressentirez quand c'est réel ou non en tant qu'être humain. Tu évoques souvent la Fédération Galactique et d'autres alliances. Peux-tu nous expliquer leur rôle exact? Tout le monde a un rôle différent à jouer. Comme je l'ai dit, les lois sont différentes dans l'espace et sur Terre. Donc, ils ont leur programme, nous avons le nôtre, les autres extraterrestres ont le leur, les autres soldats dans l'espace ont le leur, mais vous savez, nous sommes tous reliés par le même accord pour révéler la vérité, pour apporter de belles technologies à tout le monde, à l'humanité et tout ça. Je crois que leur rôle, eh bien, c'est leur rôle. Et je crois que notre rôle est de nous assurer que tout va bien sur Terre. Mais oui, ils ont un rôle différent à jouer et tout le monde est connecté. Quels types d'accords ont été conclus entre ces civilisations et certains gouvernements terrestres? Il y a différents types d'accords. Pour la protection et la sécurité de cette terre, je ne peux pas beaucoup parler des accords ou des ententes qu'ils ont conclues. Mais je pense que cela implique la technologie. Je pense que cela implique la spiritualité. Je pense que cela concerne l'avenir de l'humanité. Il y a donc des accords pour lesquels il faut attendre un certain temps avant qu'ils ne se concrétisent. C'est comme des accords à échéance. Oh, si vous attendez ce moment-là et faites ceci dans ce délai, nous conclurons cet accord et nous vous donnerons cette technologie. C'est la même chose qui s'est passé avec l'IA, les ordinateurs, les téléphones ou certaines technologies que nous avons. Je pense donc qu'il y a beaucoup d'accords secrets. Je pense que cela implique beaucoup de choses. Cela implique tellement de choses, Rudy, sur ce qu'est l'humanité. Depuis des milliers et des milliers d'années, nous sommes en contact avec ces extraterrestres. Et maintenant, le moment est venu pour eux de se révéler. Mais nous devons le faire de la bonne manière afin de ne pas détruire la religion, les croyances et les autres systèmes qui sont en jeu. Nous devons donc faire attention à la manière dont nous menons ces accords. Les Nordiques semblent bienveillants, en général, quand on t'entend parler, quand on entend Elana Danaan en parler également. Mais est-ce qu'il y a d'autres races moins pacifiques encore impliquées sur Terre? Est-ce qu'on devrait s'en méfier ou en avoir peur? Oui, il y a des acteurs négatifs, oui. Vous savez, il y en a toujours.
Vous pouvez vous promener dans Paris et tout le monde a l'air gentil, mais quelqu'un vole votre sac à main, quelqu'un vous frappe à la tête sans raison. Il y aura toujours des mauvaises personnes ou des mauvais extraterrestres. Oui, il y a des mauvais extraterrestres qui veulent imposer leur agenda. Oui, ils ont une vibration négative, mais vous pouvez aussi la ressentir. Vous pouvez ressentir qui est négatif et qui a de mauvaises intentions. Donc oui, il y a des mauvais extraterrestres, mais ils sont surveillés. Ce n'est pas comme s'ils agissaient sans être surveillés. Donc, tous ceux qui sont négatifs sont toujours surveillés. Mais est-ce que toi, tu as été confronté lors de tes opérations avec certaines de ces races involutives? Est-ce qu'on peut avoir des noms, savoir de quelle race il s'agit? Hmm, non, non, pas malveillante, mais vulgaire, arrogante. Mais je n'ai jamais rencontré d'extraterrestres négatifs, non. Mais je suis sûr qu'ils existent. Oui, il y a des extraterrestres négatifs. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais j'ai rencontré des extraterrestres vulgaires qui se moquent bien de qui vous êtes. Et vous devez juste faire votre travail, c'est tout. Vous n'avez pas à vous soucier d'eux, car ils ne pensent sûrement pas grand-chose de vous, parce que c'est comme ça, je suppose, pour certaines races extraterrestres. C'est comme s'ils se moquaient de qui vous êtes, mais ils ne m'ont jamais traité comme un méchant, du genre «Oh, je vais te tuer, tu ne vas plus vivre». Je n'ai jamais vécu cela. Mais oui, j'ai eu affaire à des gens vulgaires et à des extraterrestres vulgaires. Si tu devais nous décrire la Terre vue de là-haut, que dirais-tu? Qu'est-ce qu'ils voient de nous? Comment nous décrivent-ils? Ils ne voient pas de frontières. Ils nous considèrent comme un tout. Nous, les humains, nous créons des frontières, nous créons des couleurs, nous créons des races. Mais les extraterrestres, eux, nous considèrent comme un tout. Donc parfois, ils ne comprennent pas ce qu'on fait sur Terre. Ils se demandent, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils seraient coincés au même endroit, ils protègent leurs frontières. Il y a d'autres espaces là-haut. Pourquoi sont-ils coincés sur Terre à protéger leurs frontières et à faire la guerre? Quel est leur problème? Donc, dans le monde, une fois que vous voyez la Terre depuis l'espace, votre vie ne sera jamais plus la même. Vous pouvez voir à quel point nous sommes fragiles en tant qu'êtres humains. Nous ne sommes qu'un grain de poussière dans l'univers. C'est comme lorsque vous êtes dans un avion et que vous regardez en bas et que vous voyez à quel point les choses sont petites, mais imaginez simplement voir le monde entier et savoir qu'il n'y a que quoi, environ 9 milliards de personnes, plus 6 milliards d'êtres vivant dans l'intraterre. Vous ne pouvez pas comprendre la plus belle planète bleue que vous puissiez voir. Vous tombez amoureux de qui vous êtes en tant qu'être humain, du fait que vous êtes ici dans un but précis. Donc, cela vous change quand vous voyez la Terre. Mais quand ils voient la Terre, les extraterrestres la voient comme un tout. Ils voient tout le monde comme un tout. Beaucoup sentent que quelque chose approche, une sorte de basculement. Est-ce une intuition collective? Est-ce que les entités exogènes sont au courant de ce qui va se passer? J'ai envie de parler de collapsologie ici, de crise mondiale. Tout le monde, comme je l'ai déjà dit, tout le monde est connecté. Et tout le monde ressent qu'un événement majeur va se produire, oui. Et je crois que ceci a un rapport avec l'interdimensionnel, le spirituel et les extraterrestres qui se connectent à nous. Et qu'ils vont simplement redonner vie à l'histoire qui a été perdue. Et que l'humanité va voir d'où nous venons vraiment et ce qui se passe réellement. Cela va donc choquer beaucoup de gens. Cela va choquer l'humanité lorsqu'elle découvrira la vérité sur ce qui se passe. Cela m'a choqué, mais je ne peux pas en parler. Mais ce sera quelque chose qui choquera tout le monde lorsqu'on apprendra ce qui se passe. Mais je ne peux pas encore vraiment en parler pour la sécurité de cette nation et du monde. Mais quand les gens comprendront, beaucoup vont être choqués par le type de révélations qui seront faites.
Quand tu dis qu'on est tous connectés, justement, est-ce que les conflits actuels sur Terre ont un lien direct avec les forces qui s'affrontent sur d'autres plans? Oui, oui, tout est lié. Tout arrive pour une raison et tout est connecté aux différents plans qui cohabitent au même endroit. Vous savez, dans une même pièce, il y a d'autres êtres en ce moment même. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est trop compliqué. Mais quand vous étudierez ce qu'est l'intrication quantique et la physique quantique, vous comprendrez mieux quand cette vérité sera révélée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce moment dans l'ombre et des choses que nous ne pouvons pas voir dans différentes fréquences lumineuses. Donc, ça va être un choc pour beaucoup de personnes. Mais oui, tout ce qui se passe actuellement est lié au domaine spirituel, interdimensionnel et extraterrestre. Tes missions ne sont pas que physiques, elles sont aussi spirituelles. Qu'as-tu appris sur l'âme humaine pendant tout ce temps-là? J'ai appris que nous sommes tous connectés. Vous savez, ce que vous faites peut affecter les autres. Ce que vous dites peut affecter les autres. Donc, lorsque vous affectez les autres, vous vous affectez vous-même, car nous vivons ici comme un tout. Je sais que les gens ne lisent pas beaucoup la Bible, mais j'adore lire la Bible. Et je sais qu'il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il faut traiter son prochain comme soi-même. Traitez-le avec amour et respect, et c'est ce que vous recevrez en retour de l'univers. Donc, spirituellement, j'essaie de me connecter davantage à Dieu, au Créateur, et d'aller à l'église. Je vais à l'église avec mon autre moitié, ma femme, et j'ai cette mentalité spirituelle envers le monde spirituel. Et je crois en Jésus-Christ. Je sais qu'il est difficile pour les gens de me comprendre parce que j'ai ces missions et que je suis en contact avec des extraterrestres et tout ça. Mais je crois toujours en Jésus et en Dieu et je vais à l'église. Je continue d'aller à l'église parce que ce que je vois me fait croire davantage que Dieu existe et que Dieu est impliqué dans tout ce que nous faisons. Et je pense que cette information sera bientôt révélée. Nous devons donc être prêts à l'entendre, vous voyez? Justement, la vision ecclésiastique, le christianisme, les responsables religieux, est-ce qu'ils arrivent, selon toi, à entrevoir la réalité ufologique et exogène comme étant quelque chose d'autre chose que quelque chose de diabolique, si je puis dire, quelque chose d'entendable, d'acceptable? Je pense que la plupart des personnes religieuses croient que les extraterrestres peuvent être sataniques ou angéliques, ou qu'ils peuvent appartenir à un autre royaume. Donc, beaucoup de gens croient dans le domaine religieux que cela peut être démoniaque, mais je ne le crois pas. Dans la Bible, il y a Enoch, n'est-ce pas? Il a été emporté par des anges, ce qui explique clairement ce que sont les extraterrestres aujourd'hui. Il y a donc différentes choses dans la Bible qui peuvent être associées aux extraterrestres, aux anges, aux démons, les mauvais. Je crois donc que l'Église va prendre conscience de cette information, car je connais beaucoup de chrétiens qui ont été en contact avec des extraterrestres et qui voient ceci d'un point de vue spirituel. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre, oui. Après avoir vu ce que tu as vu, que signifie pour toi le ciel sur la terre? Peux-tu nous raconter ce moment où l'équipe d'Aztèques mexicains a chanté à Curiamate, dans l'arche spatiale de l'Atlantique, et ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'ai eu l'impression d'être au paradis. Donc, quand j'ai vu le portail s'ouvrir pendant qu'ils chantaient cette chanson, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, c'est dingue.
Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. Et puis tous les soldats se sont dit la même chose. Donc, ce que je crois, c'est que oui, nous avons besoin du paradis sur terre. Il faut que ce portail s'ouvre sur la terre afin de simuler ce qu'est le paradis. Quand on pense au paradis et à sa définition, tout est paix, tout est amour, tout est compréhension, tout le monde s'aime. Il nous faut ce paradis sur terre. Donc, quand j'ai demandé aux Aztèques ce que ces mots signifiaient, ils m'ont répondu El cielo a la tierra. El cielo a la tierra signifie le ciel à la terre, le paradis sur terre. Cela peut donc aussi signifier que les extraterrestres viennent se connecter avec la Terre. Cela peut également être le royaume angélique ou interdimensionnel qui s'entremêle avec notre royaume et le transforme en vibration de paix. Cela peut signifier comme Namasté. C'est incroyable ce que ces mots ont fait pour ouvrir le royaume dans lequel je suis entré. J'en ai donc fait une chanson et je l'ai diffusée. Juste avant de vous endormir, après avoir prié, vous dites Akuria Mate et vous parlez à Dieu, le Créateur. Apporte cette paix, apporte ce paradis sur terre dans ma chambre. Et oui, ça l'apporte. Je pense que vous interagissez avec les anges, le royaume angélique, lorsque vous prononcez ces mots. Tu parlais d'une divulgation imminente. Est-ce que tu penses que la population mondiale est-elle prête à ça? Personnellement, je ne pense pas que beaucoup de gens soient prêts pour le type de révélation qui va avoir lieu. Mais cela doit arriver pour que ce changement ait lieu, pour que nous comprenions qui nous sommes vraiment en tant qu'êtres humains. Donc, pour moi, personnellement, je ne pense pas que beaucoup de personnes soient prêtes, mais cela va arriver, cela va se réaliser. Donc, préparez-vous, car cela changera le monde. Je me demande un petit peu comment on va pouvoir garder son équilibre face à cette profusion d'informations. On a énormément d'avis divergents. On a reçu des intervenants qui disaient que les petits gris et les reptiliens étaient bienveillants, d'autres, comme Elena Danaan, qui disaient le contraire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit sortir du manichéisme? Tu parlais de racisme tout à l'heure. Est-ce que éventuellement on doit aussi arrêter les préjugés, les clivages, les idées reçues par rapport à la réalité extraterrestre? Y a-t-il des réalités justement qui nous divisent, des fossés entre les uns et les autres, qui vont nous mener vers des tensions et des conflits à l'avenir? Comme je l'ai déjà dit, je crois que chaque race extraterrestre a ses bons et ses mauvais éléments. Vous voyez, je suis donc sûr qu'il existe probablement des gris ou des reptiliens bons. Je ne dis pas cela, mais j'ai eu très peu d'interactions avec les reptiliens ou les gris. J'ai été plus en contact avec des extraterrestres nordiques et des êtres interdimensionnels et spirituels dans mon domaine et dans mes missions. Si d'autres personnes ont eu des expériences négatives, c'est elles et leur expérience. Je n'ai personnellement pas eu d'expérience négative avec les gris ou les reptiliens. J'ai vu une fois des gris quand j'étais dans l'armée. J'étais en mission et j'ai vu des gris parler de loin. Je n'étais pas près d'eux. Ils parlaient aux Marines, des Marines qui étaient avec nous et on pouvait les voir. Ils avaient une grosse tête, ils portaient une combinaison noire qui recouvrait tout leur corps. Ils étaient plus petits, leurs yeux étaient plus grands. Mais je pouvais sentir une odeur comme de caoutchouc brûlé qui venait de là où ils étaient. Je ne veux pas dire qu'ils sentaient mauvais, mais on pouvait les sentir. Et ce n'était pas une odeur agréable. Mais je n'ai jamais eu d'expérience négative avec eux. Mais si d'autres personnes en ont eu, c'est elles et c'est leur expérience, vous comprenez? Mais je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec les reptiliens ou les gris.
Je n'ai vu les grilles que de loin et j'ai eu une expérience avec un reptilien qui m'a emmené dans une grotte à Orlando. Mais je suis parti rapidement. Je n'ai pas interagi avec ces êtres. Merci beaucoup, JP, pour ta présence. Merci pour avoir été parmi nous et pour nous avoir délivré toutes ces informations. Thank you so much for being here. It was a pleasure to meet you this summer and to meet you there also. Oh my God, it was a pleasure to meet you too. See you soon, I hope. I wish you the best. Thank you, Rudy, for Merci Rudy de m'avoir invité à cette belle émission et je suis sûr que la divulgation aura bientôt lieu. Et merci, j'apprécie vraiment l'opportunité que tu m'as donnée de parler aux Français de mon expérience et de mes missions. Je te donnerai plus tard les liens et tu pourras les mettre si tu veux pour avoir mes informations. Je suis surtout présent sur jp.mission et ma chaîne YouTube JP. On peut m'y retrouver pour avoir des informations. Mais merci beaucoup, Rudy. Tout mon amour à toi et à ta famille. Et Akuria Mate, JP. On met toutes les adresses, bien entendu, en description, vous l'avez entendu. Vous aurez toutes les sources, vous pourrez vous faire votre propre avis, vous forger vos propres critiques. Faites place à votre discernement, bien entendu. Là, c'est un très très gros intervenant qu'on a reçu. On commence à avoir des intervenants anglophones qui vont arriver sur la chaîne. On vous invite à aller sur la plateforme www.amdessine.com. Je remercie Gérald aussi à la traduction en tant qu'interprète. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.